Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Liliana Ciobanu, directrice générale d'EcoCert France en Roumanie depuis 2014. Précédemment, Liliana Ciobanu fut notamment la directrice régionale pour la Roumanie et la Bulgarie du groupe Lactalis. Avec elle, nous allons parler de pratiques durables et de comment le monde de l'entreprise peut aussi être au service d'un meilleur environnement. Liliana Ciobanu, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois que les auditrices et auditeurs seront d'abord curieux de savoir ce que vous faites à EcoCert. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme de certification de qualité? EcoCert, engagé de sa création pour l'agriculture biologique, a aujourd'hui entendu son action sur de nombreuses filières avec son but initial de travailler pour l'environnement et pour les générations qui viennent. Et on est toujours sur la même direction et on dit qu'on agit pour des pratiques durables déjà, parce que depuis 30 ans, nous, on est près de nos clients pour le déploiement et la valorisation des pratiques durables à travers la certification, le conseil et la formation. Et par nos métiers, mais aussi par nos actions quotidiennes, nous cherchons à agir en faveur de l'environnement et en accord avec nos convictions. D'accord. Et donc vous êtes d'abord la base de votre activité, c'est l'agriculture, on va en parler, mais vous vous êtes diversifié dans d'autres secteurs. Vous donnez de la certification pour tous les secteurs. On a commencé avec l'agriculture biologique et pour qu'on a un effet au monde entier sur la durabilité, on a développé aussi des standards privés. EcoCert est connu international dans les activités du cosmétique, textile, ouais. et plein d'autres. Et fur et à mesure, on a découvert que nos clients ils ont besoin aussi d'un conseil sur leur activité qu'ils font. Et on a créé une entité à part de la partie de certification que nous on fait, une entité qui elle a bien développé l'activité sur le conseil et formation. Pour les pratiques durables. Pour les pratiques durables. Ce n'est pas d'autres types de conseils, c'est vraiment centré sur les pratiques durables. C'est sur les pratiques durables. Et on est là. D'accord. Et vous me disiez juste avant de commencer cet entretien que vous-même, vous êtes auditionné, enfin je ne sais pas comment on pourrait véritablement mieux dire ça, c'est-à-dire que vous êtes, il y a des organismes aussi qui se chargent de contrôler vos activités. Donc vous, en tant qu'organisme de qualité, vous êtes aussi contrôlé, je crois, pour la norme ISO, c'est ce que vous me disiez. Oui, donc un organisme de contrôle qui certifie des produits comme EcoCert, il doit avoir à la base une accréditation sur un standard ISO, c'est plutôt 17065. Et basé sur cette accréditation, l'autorité compétente qui gère la partie en Roumanie, parce qu'on parle de la Roumanie, on a reparti sur l'agriculture biologique, c'est l'autorité compétente qui est le ministère de l'Agriculture et du Développement durable qui nous donne la délégation du contrôle officiel sur le secteur de l'agriculture bio par une approbation. Et les deux entités, ils viennent chaque mois et nous supervisent l'activité, ils font un audit et ils regardent si on respecte tous les normes et tous les contraintes qu'on a à respecter. D'accord. Concernant cette agriculture, donc vous êtes centré sur l'agriculture biologique uniquement ou sur l'agriculture au sens large? Est-ce que vous donnez des certifications de pratiques durables aux agriculteurs qui ne font pas spécifiquement de l'agriculture bio? En Roumanie, non. Mais le groupe, au monde entier, dans certains continents et pays, ils font aussi de l'agriculture durable. D'accord, parce que on a eu un invité, Patrick Valmarie, qui est spécialiste comme vous dans l'agriculture, et qui me disait que l'agriculture biologique était quand même un pourcentage très petit du secteur agricole en Roumanie. C'était surtout l'agriculture durable
c'est-à-dire de préservation des sols, surtout, qui était en train de se développer fortement. Mais l'agriculture biologique aussi, elle est en train de... Qu'est-ce que vous dites? L'agriculture biologique, à la base, il a tous les pratiques d'une agriculture régénérative et durable. Et tu peux passer très simple, et juste faire un petit pas sur l'agriculture biologique en utilisant tous les intrants et tous les traitements, si tu auras besoin, qu'ils sont permis dans l'agriculture et qu'ils sont des substances permis, donc pas de produits chimiques, Pas de fertilisants. pas d'organismes modifiés D'accord. génétiques. Donc, Enfin, il peut y avoir des fertilisants, mais ils ne doivent ouais. pas être Ouais. chimiques ou... Ouais. D'accord. Et en effet, l'agriculture écologique, c'est une agriculture durable. Oui, oui, en soi, Ouais. oui. Ouais. Ça va au-delà, en fait. C'est Ouais. vraiment une agriculture. Et en Roumanie, c'est en train de se développer fortement. Qu'est-ce que vous observez? Le secteur d'agriculture biologique, il a une dynamique intéressante parce qu'au début de l'année 2010, quand les politiques de la communauté européenne ils ont devenu officiels ici, beaucoup des agriculteurs ou des fermiers ou des autres opérateurs qui font d'autres activités, ils ont rentré dans le système d'agriculture biologique. Au début, intéressés par les subventions européennes pour l'agriculture biologique. Et après, fur et à mesure, ils ont commencé à développer des activités pour arriver avec le produit qui ont une valeur ajoutée additionnelle sur le marché. Et dans toutes ces années, on a eu une dynamique, on a eu une explosion au début des années 2010. On a eu après 2015 une grosse baisse de numéro des opérateurs dans le système. Et depuis 3-4 ans, ça a repris et qui rentrent dans le système maintenant, la plupart, ils viennent déterminés à faire l'agriculture biologique pour qu'ils arrivent avec les produits sur les linéaires. D'accord. Ce qui n'est pas encore bien développé, c'est la partie transformation, qui est pas au début, mais quand même. Et ça, est-ce qu'elle peut être fournie par d'autres pays? Enfin, est-ce qu'il y en a qui font de la transformation, qui font de l'agriculture écologique et puis après qui transforment ailleurs qu'en Roumanie pour vendre les produits en Roumanie ensuite? Oui, ça arrive parce qu'en effet, sur la partie de production de céréales, par exemple, on a un grand fournisseur de matières premières pour l'Europe de l'Est qui transforme les produits dans divers pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. Et après, le produit il revient sur les linéaires en Roumanie avec l'étiquette du pays qui a transformé la matière première. Et ça, c'est dommage. Ouais. Mais après, on a aussi ici des catégories qui sont bien développées avec toute une gamme de produits biologiques. C'est comme la catégorie, un exemple qui ça me ressemble très représentatif, c'est la catégorie de produits laitiers, où tous les grands transformateurs, il y a des exceptions en deux, ils font toute une gamme de produits bio sur les linéaires. Et ça, en Roumanie? En Roumanie. Ça reste en Roumanie. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, EcoCert France en Roumanie, c'est... vous concentrez principalement sur l'agriculture biologique ou alors comme EcoCert France International, vous avez développé aussi, vous êtes sur d'autres secteurs, le textile ou... On a essayé de développer aussi d'autres secteurs. À part de la certification sur l'agriculture bio, on fait attestation des intrants pour l'agriculture biologique qui est basée sur le standard privé EcoCert avec la reconnaissance internationale. Pour la partie cosmétiques et produits pour maison, on fait que la partie d'audit ici sur la Roumanie. On a déjà quelques clients. Et dans le même temps, on fait aux audits sur des standards privés pour les parties tiers. Et on fait des audits pour des standards additionnels à l'agriculture bio, comme BioSuisse, Naturland ou Demeter. D'accord.
D'accord. Et on est en train de réfléchir pour développer et diversifier beaucoup mieux nos gammes de services en Roumanie. Mais on a besoin aussi du marché préparé pour oui, vous n'allez pas certifier ce qui n'est pas encore certifiable. Oui, ou s'il n'y a pas d'intérêt. S'il y a pas encore. Et justement, cet intérêt-là, vous le sentez croissant, pas simplement dans l'agriculture, mais ailleurs en Roumanie, vous sentez qu'il y a un intérêt pour cette certification Ça arrive, il est de plus en plus intéressant pour pas mal de sociétés. Après, le standard, il n'est pas simple. Comme toutes les certifications, attestations, c'est avec des évidences d'enregistrement, beaucoup de papiers. Il y a tout un procès que tu dois réussir à gérer pour que tu passes l'audit et tu arrives à être certifié. À côté du fait que à la base, il faut que tu respectes tous les critères du standard pour que tu arrives à être certifié. Aujourd'hui, les multinationales qui sont nombreuses en Roumanie, est-ce que éventuellement elles peuvent faire appel à vos services, ou alors elles sont déjà certifiées dans leur pays d'origine et elles n'ont plus besoin de certification en Roumanie? Comment ça se passe avec les multinationales? C'est un mix. Ça existe des sociétés internationales qui font la certification dans d'autres pays. Ils arrivent avec les produits sur le marché roumain. Ils peuvent dire qu'ils ont fait leur certification et ils n'ont pas à la refaire, disons, en Roumanie. Après, il y a aussi qui ont des facilités de production ici en Roumanie et ils ont besoin de la certification ici. Ça veut dire que Ecocer Roumanie... Ça ne suffit pas de l'avoir dans le pays d'origine, il faut l'avoir... Il faut, à la base, dans ta facilité de production, si tu as certifié le produit, quand même, il faut que tu certifies l'activité du commerce. Mais il y a des sociétés qui font des produits sur des facilités basées en Roumanie, donc ils appellent à la certification en Ecocer, chez Ecocer Roumanie, donc chez nous. D'accord. On va prendre un petit peu de recul. Quel est votre positionnement quand vous entendez le terme qui est très à la mode, de greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui ont un discours pro-environnement et de protection donc de l'environnement, encore une fois, mais qui, dans les faits, ne font pas ce qu'ils devraient faire. Vous, par rapport à ça, comment vous vous positionnez? Est-ce que précisément Ecocert se veut l'organisme clé pour précisément aider les entreprises à sortir de parfois ces critiques de greenwashing? Dans les dernières années, ça se parle de deux choses qu'ils sont déjà sur les voies de plan société et aussi pour les autorités. On parle de durabilité, de politique durable, et on parle aussi du greenwashing. Si on parle de politique durable, il y a pas mal de démarches pour des entreprises internationales, locales, qui font des actions sur la durabilité. Ils parlent de la responsabilité sociétale et environnementale, mais je n'ai pas vu encore un qui a un politique développé, formalisé. Il y a aussi des stratégies, mais bon, en stratégie, c'est bien aussi. Nous, comme Ecocer, par exemple, sur la politique de responsabilité sociétale et environnementale, on a un parcours qui est assez bien défini et chaque année, on arrive à développer plus et plus parce que on veut travailler sur le long terme sur ça. Et je te donne un seul exemple. Nous, on est une société qui on calcule tous les 2 ans l'empreinte de carbone au monde entier. On regarde, on réduit, si on peut, on contrôle parce qu'on fait un consomme responsable de tout ce qu'on a besoin sur nos activités et on essaie à réduire. Si on ne réduit pas... Dans les activités d'Ecocert. Si on ne réduit pas, alors on va essayer d'avoir des activités pour compenser. En Roumanie, aujourd'hui, je ne connais pas aucune entreprise qui a calculé sa empreinte de carbone pour voir
même s'ils ils ont développé des stratégies, ils font des actions sur la durabilité, je n'ai pas connaissance qu'il existe un qui calcule vraiment sa empreinte de carbone. Je crois qu'il y a une société d'ailleurs qu'on a reçue ici, dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, mais qui commence à présenter aux entreprises justement des possibilités de calcul d'empreinte carbone. Ça commence à arriver. Mais... Ça commence à arriver. Après, nous, Ecocer, qu'on groupe sur la partie conseil et formation, on peut vraiment accompagner les sociétés s'ils ont besoin d'arriver à développer des pratiques de responsabilité durable et de voir comment ils peuvent avancer sur le sujet. Après, si on parle sur la partie autorité et les politiques durables, il y a une stratégie, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur le ministère d'Agriculture ou... Non, pardon, ce n'est pas le ministère d'Agriculture ni le ministère d'Environnement, c'est le ministère des Économies, je pense. Ils ont développé une stratégie pour la durabilité en Roumanie jusqu'à 2030 et ils ont 17 objectifs. Ils sont partis dans tous les sens sur cet objectif sans savoir quel est le prioritaire. Je ne sais pas vraiment s'ils vont arriver en 2030 de toucher ou de développer vraiment, je ne sais pas, 3, 5, je ne sais pas combien des objectifs. Vous êtes en lien avec éventuellement des gens qui s'occupent de ça Non. Avec les autorités publiques, vous n'avez pas trop On est ouvert à discuter. On a rencontré pendant les dernières années des représentants de leur part dans des conférences ou des événements, mais ils savent qu'on existe, mais non, on n'est pas du tout en contact avec eux. Pour revenir à cette notion de greenwashing, quelque part, EcoCert, avoir votre certification, c'est éviter ce genre de critique. À partir du moment où on a la certification EcoCert dans ses activités, on est vraiment dans une économie durable. Voilà, on a la garantie que le produit il est fait respectant le standard, qui est un standard qui contribue à la durabilité. Greenwashing, c'est quoi greenwashing? C'est une histoire de marketing, on peut dire. Et il y a des sociétés qui disent nous, on fait des produits durables, on a les services durables. Après, sur l'étiquette, de temps en temps, il marque ça, mais il n'y a aucune preuve que vraiment quelqu'un qui est indépendant, il est venu, il a vérifié, il nous confirme, il donne la garantie que les produits qu'ils ont faits, ils sont vraiment durables. Pour nous, le service qu'on fait, c'est un service basé sur le procès de la certification avec les épreuves qu'on a et qu'on vérifie. Et les étiquettes de produits bio, en effet, ils donnent la garantie que les produits ils sont vraiment faits sur une pratique d'agriculture biologique qui est, en effet, une pratique durable, comme on a discuté déjà. Dans l'agro-industrie, en Roumanie, c'est un souci, ça, le fait que pas mal de structures ne disent pas complètement la vérité et mettent ces certifications ou ce genre de certification sans véritable autorisation. C'est quelque chose... Il y a un manque de contrôle par rapport à ça? Je pense que oui, parce que par exemple, dans nos systèmes qui est contrôlé, qui a des supervisions de notre partie, de l'autorité compétente, tu peux avoir du contrôle de la protection du consommateur ou d'autres. Il existe quand même de temps en temps des sociétés qui mettent sur l'étiquette le nom du éco ou bio sans avoir la certification. Donc, sur la partie de production et de produits conventionnels où personne ne vérifie, je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux qui peuvent mettre sur les étiquettes des choses qui ne sont pas vraies par rapport à la production de cet produit. Et en effet, moi, comme consommateur,
Moi, je regarde avec attention tous les étiquettes de produits que je cherche. Peut-être que c'est un défaut professionnel. Et je vois de temps en temps que l'étiquette, il n'est pas vraiment en conformité avec la réalité du produit ou que ça existe une information que tu ne peux pas vérifier ou que il y a une suspicion qu'il est durable ou il n'est pas durable, ce produit-là. Mais j'imagine que les grands distributeurs comme Kaufland, Carrefour, ils font attention quand même à ça, non? Ils font attention quand même, ils ont leur propre plan de contrôle de produits sur les étiquettes, sur les... Vous ne travaillez pas avec eux? Nous, Ça serait une idée peut-être, non? Enfin, je sais pas. Nous, on travaille avec quelqu'un parce qu'on certifie leur activité du commerce de produits bio. D'accord. Mais en effet, pour les autres produits... Pour des autres produits, c'est leur job d'être sûr qu'ils ont dans les magasins le bon produit, avec les bonnes recettes, la bonne étiquette et qu'ils respectent toutes les règles. J'ai une question qui me vient. Est-ce que vous avez, dans ce que vous faites, de la concurrence? Oui, bien sûr. On n'est pas le seul. Sur le secteur d'agriculture biologique, on est aujourd'hui 15 organismes de contrôle. Mais Ecocer, c'est le premier. Ça reste le leader. Il y a des organismes internationaux comme nous, il y a des organismes locaux, de grands, de petits. Il y a des organismes qui sont connus, indépendants, autonomes ici. Ils font toute l'activité, la partie audit et la partie certification de leur travail. Ou il y a d'autres qui font que la partie audit ici et ils certifient les produits. La certification, ça se fait dans le pays d'origine. D'accord. Et quand vous dites que vous êtes leader, c'est aussi en termes de renom, comment ça se mesure? Ça mesure a priori en termes de part du marché des opérateurs dans le secteur d'agriculture Vous avez la plus grande part du marché. Oui, la plus grande marché. On a la plus grande équipe. On a une expertise qui vient de plus de 30 ans avec le groupe. Et même on est autonome, on a développé l'activité ici à partir de l'expertise de groupe. Et maintenant, on est autonome et on est accrédité sur la Roumanie. Je reviens à ce que vous disiez au début, que ce qui peut rebuter, freiner certains producteurs, c'est agriculteurs ou fabricants et autres, c'est voilà, toute la bureaucratie et toutes ces normes. Est-ce que dans votre métier, vous êtes en train de réfléchir à tout en étant strict et rigoureux dans ce qu'il faut obtenir, agiliser, faire que ce soit moins un fardeau, précisément parce qu'il est de l'intérêt public que de plus en plus de structures de production soient certifiées par vous ou d'autres organismes. Mais comment agiliser tout en étant rigoureux en même temps? C'est pas simple. Il faut que tu respectes le règlement européen qui est à la base de l'agriculture biologique et à la base de notre certification. Je vous coupe, s'en plaignent souvent. Enfin, en France, en tout cas. Après, il y a les règles du système de contrôle que l'autorité compétente ici en Roumanie il a fait et qu'on doit respecter. Il y a 2 délais importants sur le secteur. Chaque année, les opérateurs dans le printemps, on dit, mais c'est en termes c'est un délai du 15 mai, ils doivent être enregistrés avec leur activité sur le système de contrôle. Et eux qui touchent les aides européennes, ils doivent appliquer leur certificat à l'agence du paiement, à l'APIA, le 15 octobre. Donc pour nous, toutes ces bureaucraties, ça nous donne un gros effet sur la dynamique de travail que nous on fait. Même on a toute une année avec 12 mois. En effet, ça concentre beaucoup toute l'activité, le volume du contrôle et de la certification sur le, on dit, milieu d'année. Après, en ce qui concerne toute cette bureaucratie sur le système du contrôle, nous, on parle depuis des années et j'espère qu'on va réussir à digitaliser
on parle avec l'autorité compétente, on est ouvert et on le propose, qu'on digitalise et que l'opérateur, il va réussir à s'enregistrer tout seul, si nécessaire, sur une plateforme, sans imprimer, écrire sur papier et aller au bureau où il doit s'enregistrer. Il existe une plateforme nationale pour gérer tout ça, qui a besoin d'être beaucoup améliorée jusqu'au moment quand on peut dire que ça sera vraiment digitalisé. Et tout ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait en relation et un lien avec la base de données de l'agence du paiement et aussi avec la base de données de l'agence nationale de ANSVCA. L'agence direction de contrôle du contrôle vétérinaire pour la partie des animaux, pour les fermiers qui développent cette activité. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs. C'est pas simple. C'est pas simple surtout pour que eux. beaucoup, dans les campagnes, la numérisation, elle n'est pas évidente. Ouais, c'est pas évident. Et même, ils ont un téléphone portable, il peut lire un SMS ou il peut te rappeler, tu peux parler avec eux, il peut t'envoyer un petit SMS. Après, ils ne savent pas gérer de documents sur un petit device comme ça. Et ça nous complique l'activité beaucoup. Et on essaie à gérer. On est rigoureux et nous, on s'est adapté à ça. On travaille avec un logiciel. Toute l'équipe des auditeurs sur terrain, ils sont dotés avec une imprimante mobile avec 3 fonctions, copiateur, scanner et printer. Et tout ce qu'on collecte comme documents, comme preuve qu'ils respectent, je sais pas, l'achat des intrants, le travail qu'ils font et tout ça, c'est que du document digital. Ouais. Je me rappelle d'un entretien avec l'ancien commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos, et il me disait, en fait, on a souvent critiqué en Roumanie cette agriculture de subsistance. Combien de fois j'ai entendu cette expression, agriculture de subsistance, c'est-à-dire des petits paysans qui ont leur lopin de terre, produisent, alors ça pour le coup, ils n'ont pas les sous de toute façon de façon tout à fait naturelle, sans fertilisant, et quelque part, si on renverse un peu l'argument, on avait à la base, et peut-être qu'on a encore un petit peu toujours en Roumanie, une agriculture écologique naturelle avec plein de petits propriétaires partout, mais aujourd'hui, effectivement, il y a eu des rachats de terrain et c'est plutôt une agriculture intensive et durable, enfin intensive surtout, qui se met en place. Est-ce que, pour vous, l'argument tient? Est-ce que quelque part, on pourrait se dire, c'est dommage que cette agriculture de subsistance qui a été critiquée toujours et encore disparaisse, alors que quelque part, elle était à la base écologique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, ça existe toujours. Il est toujours écologique. Ce qui est important et positif, c'est que dans les dernières années, grâce aux transformateurs, ils sont des petites fermières qu'ils ont fait juste pour leur agriculture de subsistance, tout ça. Mais maintenant, ils sont capables d'être fournisseurs, par exemple, pour un collecteur du lait. Et je pense que ça aide beaucoup en famille qui a réussi à la fin à avoir, je sais pas, 2 hectares, 5 vaches, à être fournisseur pour un collecteur. Mais c'est pas simple parce que c'est tout en filière entre les petits producteurs et les transformateurs. Ça existe des entités intermédiaires qui font la collecte du lait et ça se peut développer. Mais il est vraiment besoin que l'entité ou, je sais pas, la personne qui est capable à faire ça. Et on a un bon exemple d'une coopérative qui est à partir du zéro. Et aujourd'hui, il a 60 grands fermiers au milieu de la Roumanie. Et il a un grand fournisseur de ce qui est matière première pour les
facilité de production de produits laitiers pour tous les grains ou la plupart des grains transformateurs. Mais ces fermiers sont indépendants. En fait, ils font partie d'une coopérative et on leur laisse la possibilité de rester indépendants et de faire une agriculture donc écologique comme toujours, quoi. Donc il y a ça, ce système-là. Vous sentez qu'il y a d'un côté, et on en entend parler, toujours plus des multinationales qui rachètent des terrains pour faire de l'agriculture intensive, durable, on l'espère en tout cas, et il y a cette agriculture biologique où des coopératives comme celle dont vous parlez, avec des fermiers indépendants, se mettent... Donc ça c'est un système aussi qui a de l'avenir pour vous. Qui a de l'avenir, mais il a débuté très timide, parce que le nombre d'une coopération, c'est en liaison avec le régime ancien, le régime communiste, quand tous les terrains, ils ont été passés du propriété privée à propriété publique. Et qui a géré tout ça? En coopérative. Mais après, je pense que les fermiers, ils sont de moins en moins réticents à une forme associative, peu importe qu'il s'appelle coopérative ou association. Et ils ont réalisé que s'ils vont arriver à voir leurs produits sur le marché ou comme arriver fournisseur pour un grand transformateur, il doit s'associer sur la région pour qu'ils puissent ensemble fournir les volumes, la logistique, et que peut-être ils peuvent faire aussi des projets de toucher des aides européennes. Donc ça se passe un peu partout, ça se passe. Ça se passe et ça se développe. Et ça c'est bien. C'est bien parce que... À côté des fermiers qui, je pense, vendent de leurs terres à des grands groupes et voilà. Ouais. Ça aussi, je suppose que ça existe aussi sur de grandes surfaces d'agriculture durable et biologique aussi. D'accord. Bon. On est parti sur le fait qu'il y a très peu d'agriculture biologique. Ça se développe. La communauté européenne, il a pris un objectif que jusqu'à 2030, sur l'Europe, minimum 25% du territoire agricole, ils vont être sur l'agriculture cultivée, sur l'agriculture biologique. Les pourcentages de chaque pays, ils varient. En Roumanie, on est parti de 3,5, je pense, et on est arrivé. Cette année, je pense qu'on va dépasser 7%. D'accord. J'ai vu dans les informations que vous m'avez envoyées que vous étiez également responsable de l'association des organismes de contrôle dans l'agriculture écologique, association plutôt jeune qui n'a que 3 ans. Pourquoi votre implication dans cette association? Vous êtes déjà responsable d'EcoCert France. Quel est le lien? En quoi cette association vous aide ou donne de la valeur ajoutée à votre activité? On a décidé avec notre collègue du secteur, avec les autres organismes du contrôle, qu'on va créer cette association avec le but qu'on ait une seule voix qui parle avec les autorités et avec tous les autres interlocuteurs quand on doit proposer ou actionner sur le secteur, à part de nos métiers très techniques de certificateurs. Il est là, le lien va avec les autorités, voilà. En fait. Et je suis par les initiateurs, EcoCert et moi-même, je suis par les initiateurs. On était 3 organismes qu'on a créé l'association. Il a 10 membres maintenant, même nous on est 15 au total, 15 organismes du contrôle. Et c'est vrai que c'est une association qui est assez jeune et qu'il a besoin d'être plus actif. Mais c'est pas simple parce que tous on est impliqués dans Mais c'est bien que vous soyez réunis pour pouvoir créer un lien direct avec les autorités. Voilà. Une dernière question, Liliana Ciobanu. Vous avez, comme je le disais à l'introduction, travaillé pour plusieurs grands groupes avant EcoCert. Le fait de travailler pour cet organisme de certification qui est, je dirais, qui est très louable, qui est très
positif, enfin qui fait un effort pour que tous on soit dans un environnement qui soit plus favorable à notre santé, à la santé de la nature de façon générale. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel? Est-ce que vous pourriez retourner dans le monde de l'entreprise, quel qu'il soit, où désormais vous ne pouvez plus vous détacher de cette activité qui est voilà, qui a véritablement un objectif, il y a une vraie, je dirais, une vraie conscience civique. Depuis que je suis rentrée à COSER, je peux dire que un de mes critères pour la décision que je rentre à COSER, c'est que je veux que moi, mais plutôt mes enfants, ils mangent des produits plus naturels et plus bons pour la santé. Et je me retournais 30 ou 40 ans derrière quand j'étais petite et j'ai fait toutes mes vacances à la campagne avec mes grands-parents et comme on a vivait chaque jour sur la nature en mangeant des produits directs dans le champ sans être stressé qu'on doit laver, que c'est pas bon, que peut-être c'était traité et tout ça. Après, je me retrouvais très bien dans les directions écossaires, dans le sens de notre travail. Et je suis convaincue qu'on est sur la bonne route et qu'on fait tout ce que c'est nécessaire. Et après, même si c'est en société privée, c'est une société qui a la dimension du multinational parce qu'on est présent sur tous les continents, on a 3 filiales et on est comme un multinational, mais les convictions, ils ont la base des critères assez simples pour la vie, pour la nature et pour la biodiversité qu'on doit protéger parce que sinon, à l'avenir, on ne savait pas si pour nos enfants, ça va exister toujours un bleu ciel et une nourriture qui nous va apporter je sais pas, de la santé. De la santé, de tout ce qu'on a besoin, de vitamines, de minéraux et tout ça. Et après, on fait pas mal de démarches pour nos convictions, ce qu'ils sont importants, a priori avec tous les salariés et après avec tous nos collaborateurs. Et je peux te donner un exemple. Je ne sais pas si tu connais la fraise de climat. Oui. Donc, Ecoser, avec tous ses salariés, il a fait cet exercice. La fraise de climat. Ici, à cette émission, sont venus pas mal d'experts de Climatosphera, notamment. De Climatosphera. Nous, on a fait l'exercice en Roumanie avec Climatosphera. Je cite Édouard Millot, il y a Raoul Bopin aussi, Charles Berville qui est venu ici il n'y a pas longtemps. Très bien. Donc, Ecoser, il a fait avec 90% de son salarié cet exercice. Moi, je l'ai fait 2 fois. Il y a 2 ans en France et cette année ici en Roumanie avec toute l'équipe, avec les trainers de Climatosphera. Et c'est intéressant et ce n'est pas une coïncidence. Demain, je vais faire un training pour être formateur sur la fraise de climat avec l'équipe de Climatosphera. Très bien. Donc, tu comprends? Donc, pour nous, ce n'est pas juste un discours. D'accord. Oui. Non, j'ai bien compris. On fait des actions qui montrent qu'on est convaincu et qu'on veut avancer et être sur le long terme sur cette direction-là. Mais nous sommes ravis à RFI Roumanie et au micro du soir d'être un peu des vecteurs de ce que vous faites pour que les gens le sachent davantage. Merci Liliana Ciobanu pour tout ce que vous nous avez dit. C'était très intéressant et c'est crucial, comme vous le dites, pour notre santé et celle de nos enfants, que des normes soient bien appliquées dans votre domaine. Merci aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne alimentation certifiée et conforme. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Week-end Placoute. Au revoir.